Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer en reprenant donc le séminaire là où je l'ai laissé la dernière fois. Juste avant de commencer, je précise que après la pause, je prendrai un temps pour faire le point avec vous de vos choix de travaux pour l'évaluation de ce séminaire. Maintenant, je pense que vous en savez suffisamment sur cette notion d'analogie et sur l'orientation de ce séminaire pour avoir au moins quelques propositions, des idées, des pistes pour le travail personnel qui vous est demandé en fin de semestre pour la validation de ce cours. Alors, je rappelle que j'étais en train donc la semaine dernière de vous expliquer l'orientation générale de la linguistique analogique. Vous allez trouver... Ah, vous avez une chaise, très bien. Donc, la question du repérage, etc., de l'analyse des structures analogiques qu'on trouve dans les langues. Et donc, on avait vu cette question d'abord de la différence entre similarité et analogie. Ça, c'est un point quand même extrêmement important qui reste d'ailleurs assez peu examiné. C'est un peu de ma faute parce que je n'ai pas... pris la peine d'écrire un article clairement sur cette question-là et je l'ai pas vraiment installé, si vous voulez, comme quelque chose, comme une espèce de point de repère dans la communauté scientifique. Mais enfin, j'enseigne ça depuis un certain nombre d'années maintenant. Cette différence entre la similarité et l'analogie, où on a vu que la similarité, c'est est-ce qu'on perçoit des points communs des similarités, qu'elles soient binaires ou proportionnelles, que ce soit des ressemblances à proprement parler ou bien des similarités structurelles. Donc ça, c'est le plan de la similarité, de la constatation, de la perception immédiate d'une similarité. Et l'analogie, par opposition à cette similarité, c'est le processus d'identification. Donc où on tire donc la similarité vers l'identité, sans confondre, mais c'est cette tension vers l'identité qui caractérise, vers l'identification, enfin cette tension vers l'identité qu'on appelle identification, qui est caractéristique de l'analogie par opposition à la similarité. Parce que dans les usages courants actuels, on confond tout ça. La ressemblance, la similarité, l'analogie. Dans le meilleur des cas, on considère que l'analogie, c'est sérieux, parce que c'est la proportion, A est à B, ce que c'est est à D. Et puis ce qui est ressemblance, similarité, bon, on peut rien en faire de scientifique, c'est pas très intéressant, etc. Alors que, en effet, il y a quand même, si on veut préciser un peu ce qu'est l'analogie, eh bien, il faut distinguer ce niveau du processus d'identification du niveau simplement de la description de points communs structurels ou binaires. Alors, on avait vu ça. On avait vu également que quand on pose la question de savoir cette relation de similarité qui va donner lieu à une analogie, entre quoi et quoi elle se situe, eh bien, je vous avais donné un exemple d'une série de paramètres, si vous voulez, entre lesquels on peut établir des relations de similarité, entre signifiés, entre signifiant et signifié, entre concept et signifié, etc. Il y a toutes sortes de possibilités. Évidemment, ce tableau, j'ai oublié de le dire la dernière fois, mais il n'a rien d'exhaustif, parce que, par exemple, on peut étudier aussi les similarités entre des textes. Notamment, parmi beaucoup d'autres cas. Et puis, j'avais terminé, donc, la semaine dernière, sur quelques exemples d'analogies que l'on peut examiner en les classant selon qu'elles sont homogènes, homo-hétérogènes ou hétérogènes. Et on s'était arrêté là, sur cette description. Et il nous reste à voir, pour achever cette présentation générale de l'analogie, les fonctions donc, de l'analogie. Alors, bien sûr, là, depuis le début de ce semestre,
reprend un certain nombre de choses que j'ai déjà examinées avec les étudiantes et les étudiants l'année dernière, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui avaient suivi déjà ce séminaire. Donc il y a forcément une sorte de répétition, mais il faut bien poser le cadre théorique. Bon, de toute façon, ça fait toujours du bien de se rappeler un petit peu les notions, même si vous avez l'impression d'avoir déjà appris un peu ces choses-là. De toute façon, ce sont des choses, c'est pas comme un cours en licence, hein, ce sont des notions générales, c'est de la recherche en train de se faire. J'enseignerai peut-être quelque chose d'un peu différent dans quelques années, je ne sais pas, enfin, en tout cas, j'aurai peut-être pas les mêmes catégories, par exemple, mais enfin bon, c'est de la recherche en train de se faire, donc on la présente dans l'état où elle est actuellement. Alors, 6 fonctions de l'analogie que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Donc, la fonction catégorisatrice, donc, qui va avoir un rapport avec la notion de catégorisation. La fonction que j'appelle régularisatrice, donc c'est lié à l'idée de régularité. Donc, c'est l'analogie, là, elle va nous servir à rendre des choses régulières, à produire des choses d'une manière régulière, qui suit des règles, qui a une certaine homogénéité de ce point de vue-là. Ensuite, on verra la fonction iconique, qui touche donc à la relation, enfin à la similarité hétérogène entre signifiant et signifié. Sachant que les deux premières, on verra qu'elles sont plutôt homogènes, enfin c'est pas plutôt, ce sont des analogies homogènes. La fonction figurative, c'est ce qui est lié à l'image, à la métaphore. Hein, donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est quelque chose sur lequel je vais insister cette année. Les années précédentes, j'avais insisté plutôt sur la fonction iconique. Là, cette année, on va plutôt insister sur la fonction figurative. Donc je la développerai de manière un peu plus approfondie aujourd'hui, en annonce, si vous voulez, de ce qu'on verra plus tard. La fonction discursive, elle est liée à tout ce qui concerne, par exemple, l'argument par analogie, disons, le rôle de l'analogie dans la construction des discours et dans le fait de savoir si les discours sont plus ou moins convaincants. Et puis là, la fonction paraphrastique, ça, on n'insistera pas, je vais juste la mentionner rapidement. Ça concerne la paraphrase à la fois intralinguistique, donc à l'intérieur d'une langue, quand on dit la même chose avec d'autres mots, hein, mais aussi la paraphrase interlinguistique, donc ce qu'on appelle la traduction, hein, tout simplement. Et en fait, cette notion évidemment que l'analogie intervient presque par définition avec la notion de paraphrase, puisqu'il y a une équivalence là qui est au niveau de la phrase, mais également au niveau de la traduction. Hein. Une traduction, c'est d'une certaine façon une traduction d'un texte et une analogie. C'est un texte analogue à un texte source, hein, et ça pose, les problèmes de la traduction posent toutes sortes de questions intéressantes, enrichissent, si vous voulez, le concept d'analogie. Hein. C'est-à-dire que le but n'est pas si vous voulez, de théoriser de manière générale et de dire, voilà, la traduction c'est de l'analogie. Bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, n'a rien dit de forcément très intéressant. Tout dépend de ce qu'on fait de cette notion d'analogie. Mais là, quand on pose une chose comme ça, ce qui devient intéressant, c'est que lorsqu'on examine des problèmes de traduction, eh bien, dans cette perspective, on va pouvoir enrichir et complexifier cette notion d'analogie à partir des problèmes qu'on rencontre dans la traduction. Alors, avant de commencer avec la première fonction, une précision. Je vous donne 6 fonctions ici, elles ne sont pas, si vous voulez, déduites à partir d'une espèce de cadrage théorique, etc. Ces fonctions, je vous les présente parce que depuis le temps que je travaille dans cette perspective, ce sont celles qui sont apparues le plus régulièrement, et j'ai l'impression qu'on couvre déjà énormément d'aspects de l'analogie dans les langues avec ces 6 fonctions. Il est possible qu'il y en ait d'autres, hein, que petit à petit, d'autres se dégagent, mais déjà avec celle-ci qui couvre un ensemble de questions déjà très très vastes, on touche beaucoup d'aspects, disons, concernant, enfin liés au langage et à l'analogie. Bon, mais quand même, j'insiste sur le fait que je n'ai pas déduit ces fonctions d'une espèce de démarche théorique qui aurait conduit à les faire apparaître. Hein.
Alors, première fonction, donc la fonction de catégorisation. Donc à chaque fois, l'idée, ça va être de se dire, bon, d'accord, j'ai une similarité entre deux choses, je fais une analogie, c'est-à-dire je tends vers l'identification. À quoi ça me sert de faire cette identification, de tenter cette identification? Pourquoi je la fais? À quoi elle me sert? Bon. Quelle est sa fonction à cette identification? Parce que quand on identifie des choses qui sont similaires, il faut qu'on ait une raison. Bon. Alors, la première raison, c'est que en faisant cette identification, on place les deux éléments en question, les deux entités, les deux structures, dans une seule et même catégorie. C'est la fonction de catégorisation. Donc, à partir du moment où je place ou je perçois, ça marche dans les deux sens, que ce soit en production ou en compréhension, à partir du moment où je place deux entités ou deux structures, deux choses dans la même catégorie, j'ai fait quoi? Je me suis fondé sur une similarité entre ces deux choses, et je considère que d'un certain point de vue, leurs différences comptent peu, elles appartiennent toutes deux, ces deux choses, à une seule et même catégorie. C'est ça la fonction catégorisatrice de l'analogie. Alors, à partir de là, évidemment, quand on considère les structures linguistiques, parce que cette fonction de catégorisation, elle a une valeur évidemment beaucoup plus générale que la valeur linguistique, que son application linguistique, il y a des catégories de différentes sortes, des catégories qui concernent uniquement le niveau sémantique ou conceptuel, des catégories qui concernent la forme, et puis des catégories qui vont concerner l'ensemble, forme plus sens, donc les signes, ou des unités plus larges que les signes. Alors, considérons d'abord les catégories de sens, concepts ou signifiés, qu'il s'agisse de signifiés grammaticaux ou lexicaux. Là, par rapport à la description des différents paramètres de l'analogie que je vous avais donné la semaine dernière, ça évidemment on est plutôt dans des analogies de haut niveau, plutôt, par rapport, on verra, aux analogies qui concernent par exemple les phonèmes et qui sont plutôt de bas niveau, c'est-à-dire plus sensoriels, sensorimoteur. Donc les catégories de sens concernent quoi par exemple? Des choses toutes simples. Vous voyez bien que vous percevez une similarité entre le sens d'un mot comme sottise ou le sens d'un mot comme bêtise. Il a fait une bêtise, il a fait une sottise. Bon. C'est la synonymie, d'accord? Donc le fait de voir que des mots sont synonymes et donc entrent dans une même catégorie, ce sont des synonymes. Le fait de les mettre dans la même catégorie, ça veut dire que, tout au moins dans certains contextes, cela dit avec bêtise et sottise, ça marche dans la plupart des contextes, vous pouvez remplacer l'un par l'autre. Ils sont différents, c'est sûr, ces mots, mais ils ont une similarité qui est suffisante pour en déduire quelque chose. L'identification, le processus d'identification fait que je peux les considérer comme synonymes, donc les employer l'un pour l'autre. Même chose du côté de la polysémie. Vous avez le mot bouton, par exemple. Je ne sais plus si je l'avais déjà donné cet exemple. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'est un mot polysémique avec des acceptions très variées et dont on comprend très bien les relations. Le bouton, vous avez le bouton de rose, le bouton de fleur, qui est la fleur lorsqu'elle n'est pas encore développée. Et ça, c'est le sens de base de bouton. Et à partir de ce sens, vous avez des sens dérivés qui se sont construits par analogie avec le premier sens, ce qu'on appelle, on dit habituellement par analogie. Par exemple, donc le bouton sur lequel vous appuyez pour une sonnette, le bouton de vêtement, le bouton au sens dermatologique, un bouton sur la peau. Bon, tous ces sens du mot bouton se ressemblent. Ils se ressemblent. C'est pour ça qu'on parle d'un polysème. C'est pour ça qu'on a une polysémie. Parce que les significations sont similaires. Alors que, quand on a un cas, qu'est-ce qui se passe quand les significations ne sont plus du tout similaires? On a affaire à de l'homonymie et pas à de la polysémie. Par exemple, si vous prenez avocat, qui signifie fruit ou homme de loi, vous avez bien deux significations pour avocat. Et en fait, ces deux significations n'ont plus aucun rapport de similarité. Donc c'est de l'homonymie, c'est pas de la polysémie. Donc la polysémie elle-même, elle implique le calcul d'une similarité entre
entre des signifiés. Hein. Et la conséquence, c'est que vous pouvez utiliser le même mot pour différentes catégories conceptuelles. Parce que ce sont des concepts complètement différents. Le concept de bouton dermatologique et le concept de bouton de vêtements, ce sont des concepts, ce sont des référents et des concepts complètement différents. Mais les signifiés sont très proches, au fond. Ils sont très proches parce qu'ils sont dérivés par analogie d'un seul et même signifié qui est l'idée d'une petite boule, etc., qu'est la fleur en bouton. Bon. Alors, évidemment, cette notion, cette polysémie, elle joue un rôle extrêmement important dans les langues, parce que, faisons encore une fois un peu ce genre de fiction, si vous imaginez une langue qui n'a pas de polysémie, une langue dans laquelle chaque mot a un seul sens, un et un seul sens. Bon, là où en français, pour le mot bouton, vous avez un mot qui désigne 5-6 choses différentes, il faudrait 5-6 mots différents. Et quel est du coup l'avantage de la polysémie? Le fait de pouvoir traiter comme identique, enfin avoir un seul mot pour des choses un peu différentes. Eh bien, c'est que du point de vue cognitif, si vous voulez, ça décharge la mémoire d'autant d'unités. Hein. C'est-à-dire, l'immense avantage de la polysémie, c'est de faire en sorte que vous pouvez produire, enfin avoir des mots qui désignent des concepts nouveaux sans avoir à apprendre un mot nouveau, mais simplement en utilisant une similarité avec un sens déjà existant. Bon, et puis vous avez aussi évidemment la même chose, mais au plan, cette fois-ci, qu'on pourrait décrire plutôt conceptuel, hein, c'est ce qu'on fait par exemple en linguistique cognitive. J'ai pris l'exemple de la préposition sur parce qu'il y a un article très célèbre de George Lakoff sur over en anglais, et donc voilà, il y a effectivement une similarité entre le sur spatial, hein, qui est le sens de base de la préposition, hein, une assiette est sur la table, l'ordinateur est sur la table, et puis le sens, par exemple, hein, parmi les multiples emplois possibles de la préposition sur, le concept hiérarchique, hein, quelque chose qui l'emporte sur autre chose, où vous avez, là aussi, hein, comme dans le cas de la polysémie, mais là, elle peut être examinée, cette polysémie, plutôt sur le plan conceptuel que sur le plan du signifié. Bon, ça, ce sont des exemples où on utilise la fonction de catégorisation, la fonction catégorisante, pour des catégories de sens. Dans le cas des phonèmes, bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est complètement évident, hein. L'application, si vous voulez, de cette notion de ces notions de similarité et d'analogie au plan des phonèmes se divise classiquement entre l'application au niveau phonétique et l'application au niveau phonologique. Hein. Par exemple, d'une personne à l'autre, si vous demandez, je ne sais pas moi, à des gens de prononcer le mot table, bon, vous aurez des sons qui peuvent être un petit peu différents. Le A peut être plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé, etc. Le T peut être prononcé avec plus ou moins de palatalisation. Hein. Par exemple, c'est une anecdote qu'on m'a racontée dans une classe, un cours de français. Le professeur demande à l'élève quel est son prénom, et l'élève répond « Mon prénom, c'est Hachim ». Hachim. Alors, le prof dit « Ah, tu t'appelles Hakim ». Et là, non, je ne m'appelle pas Hakim, je m'appelle Hachim. Et en fait, le prof ne comprenait absolument pas, il disait Hakim, donc il a pris sa liste d'élèves, et il a vu qu'il y avait un élève qui s'appelait Hakim. Bon, alors, évidemment, quand on palatalise, le que et le te se prononcent finalement exactement pareil, d'où la difficulté. Mais, en fait, en français, vous pouvez dire un café ou un tchafé, c'est-à-dire le que palatalisé, hein, ça fait tchafé au lieu de café. En fait, c'est très proche. C'est le même phonème, c'est le son que, dans tous les cas. Hein. Bon, il n'y a pas des phonèmes différents.
on est au niveau phonétique. Hein. Ça peut poser des petits problèmes. Ça pose des problèmes, par exemple, bon, moi qui ne comprends pas le chinois, je dis ça parce qu'on a toujours beaucoup d'étudiantes chinoises, je n'entends pas les phonèmes, je ne les entends même pas. Je ne peux pas faire des catégories de phonèmes quand j'entends parler le chinois, parce que notre oreille n'est pas éduquée, et nous entendons des sons, mais il est extrêmement difficile de pouvoir isoler des sons particuliers, surtout qu'en plus, il y a les tons, etc. Bon. Donc là, il y a un problème de catégorie phonétique, hein, qui requiert toute une éducation qui se fait normalement chez l'enfant, etc. Et puis ensuite, il y a le niveau phonologique. Par exemple, le R en français, c'est un très bon exemple. Le R, vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Vous prononcez grasseyé, rouler, le ri, le ri, le ri. Vous pouvez prononcer R de toutes sortes de façons différentes. C'est le même phonème en français. Mais dans d'autres langues, en allemand, il y a le R qui s'écrit R et le R qui s'écrit CH. Hein, comme dans auch, par exemple, qui veut dire aussi en allemand. Bon, même chose en espagnol, hein, vous avez des R différents. Ouais, les différentes façons de prononcer le R ont été prises en charge dans certaines langues, c'est-à-dire on s'en est servi pour distinguer les phonèmes, mais dans d'autres langues, non. En français, on ne distingue pas les différentes prononciations du R. Bon, donc ça, c'est aussi une question de catégorie, hein, de catégorie phonologique cette fois-ci. Là où en français, on a une seule catégorie phonologique pour le R. Et il y a des variations qui sont perçues comme phonétiques, donc du coup, entre les différentes prononciations. Alors que dans d'autres langues, il y aura deux catégories différentes. Donc ça, tout ça, ça a à voir avec la fonction de catégorisation de l'analogie, mais uniquement au niveau des phonèmes. Même chose, je ne l'ai pas mis, mais du côté de l'écriture. Hein. Dans l'écriture, il y a aussi toutes sortes de catégories qui posent toutes sortes de problèmes. J'y reviendrai peut-être avec un exemple célèbre qu'on trouve dans le cours de linguistique générale de Saussure, mais songez que cette question de la catégorie de forme du point de vue graphique a un enjeu technologique dans la reconnaissance automatique de caractères, hein, l'OCRisation, etc. On est loin encore de reconnaître les écritures manuscrites, mais on commence à essayer de le faire. Hein. C'est-à-dire que, voilà, avec cette idée que peut-être un jour, on aura des machines qui permettront d'écrire à la main comme ça sur des tablettes et qui vont vous produire un document Word, par exemple, automatiquement, avec très peu d'erreurs, etc. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Pourquoi on ne sait pas faire ? Parce que le nombre de façons d'écrire, par exemple, un T, dans une langue où il y a des T, est très grand. Hein. Vous pouvez faire une barre plus grande, plus petite, le T penché, pas penché, il peut être long, court, enfin bref, il y a toutes sortes de façons d'écrire un T, donc une machine a beaucoup de mal à catégoriser, à dire, voilà, toutes ces formes différentes, tous ces graphismes différents, c'est une seule catégorie, le T. D'accord ? Donc, vous voyez un peu à quel point... D'ailleurs, on sait bien que les enfants qui apprennent à lire ont beaucoup de mal à lire les écritures des adultes. Hein. Vous avez déjà expérimenté ça peut-être. Ils peuvent lire sur des livres, enfin des caractères imprimés, mais les écritures manuscrites, évidemment, leur capacité de catégorisation visuelle de l'écrit n'est pas assez développée pour qu'ils puissent les reconnaître. Hein. Bon, donc tout ça, ça s'éduque, ce sont des capacités cognitives qui se développe chez l'être humain petit à petit, en fonction de sa langue, etc. Bon, enfin, vous avez les catégories de formes. Donc là, on touche les signes entiers, les mots, les unités lexicales. Donc si on veut dire les signes, ça peut être, c'est pas forcément des mots, ça peut être simplement des morphèmes. Les unités lexicales, qu'elles soient monolexicales, polylexicales, les phrases, les textes, tout ça. Là, il peut y avoir des catégories très variées, hein, quand on prend forme et sens. J'en ai déjà parlé, les catégories de texte, dans les travaux de stylistique ou les études littéraires, on travaille sur des catégories de textes, qui peuvent être les textes d'un même auteur, qui peuvent être les textes d'un même courant, etc. Ce sont des catégorisations qui sont faites là. Et puis, un cas particulier que je signale ici à titre d'exemple, c'est le rôle de la catégorisation dans l'enseignement de la grammaire. Quand on enseigne la grammaire à l'école, dans les écoles, on enseigne
aux élèves à catégoriser des mots, c'est-à-dire à être capable de dire que tel mot appartient à la catégorie verbe, à la catégorie des déterminants et je ne sais quoi, etc., etc., ou la catégorie de la fonction sujet, la fonction COD. Hein, l'apprentissage de la grammaire chez les enfants, c'est un apprentissage de catégorisation, hein, et d'être capable de reconnaître sous diverses réalisations des catégories qui peuvent être des catégories syntaxiques, morphologiques, etc., etc. Bien. Bon, je passe sur... je ne vais pas aborder aujourd'hui, enfin, même dans ce... Je pense que je n'aurai pas le temps du tout dans le séminaire d'aborder la problématique de la structure des catégories. Hein, parce que les catégories, évidemment, il y a plusieurs façons de les penser, de les concevoir. Bon, en général, si vous avez eu cours avec moi en licence, j'ai déjà expliqué ça en licence, hein, les deux modèles de la catégorisation par condition nécessaire et suffisante et la catégorisation par prototype. Bon, si vous ne connaissez pas ça, allez voir, vous trouverez ça très facilement sur Internet, je ne vais pas y revenir là, mais simplement je rappelle que la catégorisation à laquelle je pense là, c'est une catégorisation naturelle, donc c'est une catégorisation qui fonctionne par prototype, c'est-à-dire qu'on catégorise les choses en fonction de la ressemblance avec un prototype de la catégorie. Un prototype de la catégorie, c'est un très bon représentant de la catégorie. Par exemple, bon, je sais pas, un très bon représentant de la catégorie dans la catégorie des vêtements, par exemple, c'est une chemise, une veste, un pantalon, etc. Alors que, par exemple, des lacets de chaussures ou une ceinture, c'est lié à la catégorie vêtements, mais c'est très périphérique par rapport à la catégorie vêtements. Hein. On trouve ces objets-là dans des boutiques qui vendent des vêtements et ce qu'on appelle aujourd'hui des accessoires qui vont avec les vêtements, mais c'est quand même sont pas des vêtements prototypiques. De même pour les meubles, là, un exemple classique c'est l'oiseau. Hein. Je veux dire, bon voilà, le prototype de la catégorie oiseau dans en Europe, mettons, c'est le moineau. Hein. Mais l'autruche, le pingouin, etc., ce ne sont pas du tout des oiseaux prototypiques. Parce que d'abord, ils ne volent pas. Donc, ce sont des oiseaux. On ne pense pas du tout. Si vous dites à quelqu'un, dis-moi un nom d'oiseau, c'est très surprenant que la personne vous dise pingouin, hein, en premier. Bon. Alors, sauf évidemment s'il vit dans les pays autour de l'Arctique, etc. Alors, les catégories sont donc fondées sur des ressemblances avec des prototypes de la catégorie. Dans ce modèle de la catégorisation, qui est la catégorisation par prototype, tous les membres d'une catégorie ne sont pas équivalents. Hein. Il y a des meilleurs représentants de la catégorie. Dans la catégorie des meubles, les tables, les chaises, tout ça sont des meubles prototypiques. Mais un réfrigérateur ou une télévision sont des meubles beaucoup moins prototypiques. Bon. Tout ça n'est pas qu'une vision de l'esprit. Hein. Ça a été étayé par des expérimentations psycholinguistiques, fondées soit sur des expériences consistant à faire ce que je viens de dire. Par exemple, vous demandez à des gens de dire le plus vite possible 10 noms d'oiseaux ou 10 noms de meubles, etc. Et puis on demande ça à plusieurs centaines de personnes, puis on regarde ce qui vient toujours au début, puis ce qui vient plutôt vers la fin. Et on trouve des grandes régularités comme ça. Ou alors, vous demandez à des gens de mettre sur un score, de noter sur un score de 1 à 7, est-ce que ceci est un bon représentant de la catégorie meubles, de la catégorie oiseaux, de la catégorie vêtements, etc. Hein. Donc, je passe sur ce point, mais c'est un point important parce que, disons que c'est cette façon de concevoir la catégorie à partir donc de prototypes qui sont les meilleurs représentants de la catégorie. Il y en a parfois plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un. Par exemple, pour les meubles, il n'y a pas un représentant de la catégorie meubles, il y a plusieurs. C'est important parce que cette description reflète notre façon naturelle de catégoriser. Et on a tendance à être influencé par des façons beaucoup plus artificielles, à être influencé, je veux dire, dans notre façon de concevoir ce que c'est qu'une catégorisation. Comment je fais pour mettre des choses dans une catégorie, hein. On a tendance à dire spontanément, pour savoir si les choses sont dans la même catégorie, je regarde toutes les propriétés, et s'ils ont les mêmes propriétés, je les mets dans la même catégorie. Bon.
Alors ça, c'est un autre mode de catégorisation qui est utile dans la science, dans les sciences, dans la description scientifique du monde, mais ça ne reflète pas du tout notre façon naturelle de catégoriser. Donc, nous, ce qui nous intéresse, pourquoi ça nous intéresse plus la façon naturelle de catégoriser? Ben parce qu'on parle des langues naturelles, hein, des langues produites par les êtres humains, et d'une manière tout à fait non contrôlée, d'une certaine façon. Hein. Donc, il faut bien que les langues reflètent notre façon naturelle de catégoriser. Alors, passons maintenant à la deuxième fonction, la fonction de régularisation ou fonction régularisatrice. Alors, la fonction de régularisation, donc encore une fois, je fais une analogie entre deux choses qui sont similaires. À quoi ça me sert? Alors cette fois-ci, ça ne va pas me servir à mettre les deux choses dans la même catégorie, mais ça va me servir à dire qu'ils appartiennent au même paradigme. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire, hein, vu de très haut, que ça revient au même, que c'est la même catégorie. Mais là, disons, c'est une façon plus spécifique d'examiner les catégories via les paradigmes. Alors, un premier exemple en synchronie, c'est très simple. Hein, si vous connaissez la façon de construire un nom d'arbre fruitier en français, hein, c'est-à-dire que vous savez que cerisier est dérivé de cerise, que pommier est dérivé de pomme, bon, poirier est dérivé de poire, etc. Hein, vous avez donc une sorte de paradigme avec les noms d'arbres fruitiers qui vous permet, par analogie, donc, en se basant sur ces similarités, sur ce réseau de similarités structurelles, de produire un nom d'arbre à partir d'un fruit, de produire un nom d'arbre inconnu. Hein, que vous n'avez. Alors l'exemple que je donne toujours, c'est le cacaoyer, parce que c'est beaucoup moins courant, évidemment, en France, que par rapport aux pommiers ou cerisiers, etc. Mais il est clair que si vous demandez à quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot cacaoyer de dire quel est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao, alors les gens hésitent. Hein. J'aurais dû d'ailleurs, parfois, quand je parle de ça, je pose la question aux étudiants avant. Quel est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao? Alors les gens répondent par exemple cacaotier, cacaoyer, bon, mais enfin, soit cacaotier, soit cacaoyer. Donc peu importe, ça revient un peu au même, il y a une petite variation morphologique, mais en général, les gens trouvent, ils devinent, hein, plus ou moins. Donc ça veut bien dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analogie, mais là, par proportion, et ils ont considéré que cacaoyer est à cacao, comme pommier est à pomme. Hein. Donc c'est typiquement l'analogie A est à B, ce que C est à D. Mais ça marche aussi, évidemment, dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais entendu le mot cacaoyer, et que vous le jour où vous l'entendez, vous devinez qu'il s'agit de l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Hein, parce que vous faites l'analogie entre cacaoyer, pommier, cerisier, etc. Et puis, de l'autre côté, pomme, cerise et cacao. Hein. Donc ça, c'est l'exemple en synchronie qui fait qu'il y a de la régularité dans les langues. Alors, je vous en reparlerai plus tard à un autre cours. C'est analysé d'une manière plus scientifique, toutes ces régularités, parce que là, je vous ai donné un exemple très régulier. Mais il y a des exemples qui ne sont pas du tout réguliers. Hein. Par exemple, le gland et le chêne, ça ne marche pas du tout. Hein. Bon. Alors tout ça est étudié d'une manière très technique par ce qu'on appelle la morphologie naturelle, qui analyse toute la morphologie selon des degrés de transparence de la fabrication des mots dérivés. Il y a des façons plus ou moins transparentes de fabriquer les mots dérivés. Donc quand on dit transparente, ça veut dire que l'analogie, on peut effectivement faire des analogies. C'est-à-dire que si on vous demande le fruit du chêne, vous ne pouvez pas deviner gland. Il n'y a pas d'analogie là, il n'y a pas de similarité. Ça ne marche pas. Hein. Ou alors, si vous dites ça à des enfants, il va dire c'est le chênier. Hein, forcément. Donc il y a des cas où ça ne marche pas. Hein. Mais ce que prédit évidemment la morphologie naturelle, c'est que la plupart du temps ça marche. Parce que c'est plus transparent, c'est plus naturel, c'est analogique.
Bon, alors l'autre cas classique, c'est l'analogie en diachronie. Alors ça, si vous voulez, cette notion d'analogie en diachronie, c'est en général la seule chose dont la linguistique traditionnelle parle lorsqu'elle parle de l'analogie. L'analogie, quand on parle d'analogie en linguistique, en général, on pense à ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ce qui explique l'évolution l'apparition, plutôt, de la forme honorem. L'apparition de la forme honor en latin. C'est un exemple classique que je reprends, qui est très connu parce qu'il est cité dans le cours de linguistique générale de Saussure. Mais on pourrait prendre n'importe quoi d'autre. Les exemples sont innombrables de ce type-là. Alors, de quoi on parle exactement quand on parle d'analogie en diachronie? D'abord, on oppose l'évolution par analogie à l'évolution phonétique, en fait. L'évolution phonétique serait une évolution qui a longtemps été perçue comme étant la plus naturelle, la plus normale dans les langues. L'évolution phonétique, c'est l'usure des mots. Je suis désolé pour ceux d'entre vous qui travaillaient dans ce champ, mais je résume d'une manière très caricaturale. Bon, je ne sais pas, c'est comment on passe par une déformation progressive de la prononciation de cabalous à cheval. Le groupe K, par exemple, tout à l'heure je parlais de la palatalisation. Bon, en français, beaucoup de groupes initiaux, de syllabes K, sont devenus ch. Vous savez ça. Castellum, château, cabalum, cheval, etc. Bon. Donc ça, cette évolution du latin K au français ch, c'est une évolution phonétique qui est très bien décrite. On a découvert un peu ça dès le 19e siècle avec les néo-grammairiens. Il y a des lois phonétiques qui expliquent pourquoi, petit à petit, il y a ces déformations dans les langues. Bon. Mais ces évolutions-là n'expliquent pas tout, et il y a des cas où des mots évoluent vers une certaine forme, alors que, sans du tout passer par cette évolution phonétique. Et c'est précisément l'exemple de onos qui devient honor. Alors, on a au départ en latin le nominatif du mot qui veut dire en français honneur, onos, qui a son accusatif en onosem, comme orator a comme accusatif oratorem, par exemple. D'accord ? Donc ça c'est régulier. Onos, onosem, orator, oratorem. On est dans l'analogie, il n'y a pas de problème. Dans la similarité structurelle. Et donc, si on me donne un autre mot latin, je fabrique avec M et j'ajoute une désinence d'accusatif. Mais à un moment donné, il y a eu une loi phonétique qui est connue, qui s'appelle le rotacisme, qui a fait en sorte que les S intervocaliques, S entre deux voyelles, ont évolué en R. Du coup, onosem a évolué en honorem. Bon, très bien. Mais le problème, c'est que quand on regarde le couple nominatif-accusatif, on se retrouve avec un couple irrégulier, puisque je n'ai plus le système orator-oratorem, parce que j'ai onos, honorem. Donc il y a une sorte de déformation, un accusatif un peu irrégulier, qui en fait n'a pas persisté. Comment est-ce que les choses ont évolué ? Eh bien, non pas par modification progressive de la prononciation. Ce qui s'est passé, c'est que la forme de nominatif a été modifiée pour devenir cohérente avec la forme d'accusatif, et on a remplacé onos par honor, pour retrouver un couple régulier honor, honorem. D'accord ? Donc on a eu la forme honorem qui a provoqué la forme honor. Mais là, le passage de onos à honor n'a absolument rien d'une évolution phonétique, bien sûr. Là où il y a de l'évolution phonétique, c'est dans le passage de onosem à honorem. Mais lorsque vous considérez le couple onos-honor, le honor n'est pas issu
par déformation progressive de Honos. Honor n'est pas issu par des déformations phonétiques progressives de Honos. Il a été... il s'est substitué à Honos à un moment donné, avec, très probablement, un moment où les deux formes ont été employées. Donc, pour le dire d'une manière un peu légère, on peut dire que les latins, qui connaissaient bien le latin, disaient honos au nominatif et honorem à l'accusatif. Et petit à petit, d'autres latins faisaient des fautes, et disaient honor au lieu de honos, comme nominatif de honorem. Mais c'était perçu probablement comme une faute, parce qu'effectivement c'était une faute. Mais cette faute s'est installée comme étant la chose régulière. Pourquoi ? Parce qu'elle était plus régulière, justement, que le couple honos-honorem. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle le changement analogique, qui était considéré pendant longtemps jusqu'à... Saussure a un peu changé ça, mais jusqu'à l'époque de Saussure, l'évolution analogique était vue comme une espèce de dégradation des langues, comme une déformation ça n'obéissait pas au génie propre des langues. Bon, évidemment qu'aujourd'hui on ne voit plus du tout les choses de la même façon. C'est simplement que, vous voyez, que la pulsion vers de la régularité, qui s'explique tout bêtement par le fait qu'on cherche à avoir des formes qui cognitivement soient faciles à produire, donc qu'elles soient régulières. Toute cette affaire d'analogie et de similarité, c'est fondé sur quand même une sorte d'évidence, de la simplicité, de la plus grande simplicité des formes régulières par rapport aux formes irrégulières. Bon, c'est-à-dire, il reste toujours des formes irrégulières dans les langues. Alors, pour terminer sur ce point, sur lequel, encore une fois, si j'ai le temps, j'aimerais bien revenir en vous parlant un peu plus en détail de la morphologie naturelle qui a été développée par Dressler au départ et puis son élève Kilani Scotch. Un petit mot de Esa Itkonen, qui est un linguiste suédois très intéressant, très important. Et à un moment donné, il devait faire, finalement la conférence n'a jamais été publiée, mais il avait produit un texte intitulé La résurgence contemporaine de la linguistique analogique. C'était il y a quelques années quand même, en 2015. La résurgence contemporaine de la linguistique analogique. Qu'est-ce qu'il entendait par résurgence ? Alors, c'est là que ça nous intéresse. Résurgence, cela ne veut pas dire que quelque chose, après avoir été totalement absent, commence à exister de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute description grammaticale est forcément de nature analogique. Cela n'épuise certainement pas toutes les possibilités de décrire une langue, mais c'est pour ainsi dire le noyau inéluctable de chaque description grammaticale. Qu'est-ce qu'il nous rappelle dans cette citation Itkonen ? C'est que, en fait, quand on décrit les régularités dans une langue, quand on décrit, par exemple, la morphologie, mais ça vaut aussi pour la syntaxe, on décrit les régularités. Donc, on décrit des similarités structurelles. Donc, on décrit des analogies, en fait. On ne fait que ça. Quand on décrit une langue, on décrit les analogies qui sont constitutives de toute langue. Alors, je vais maintenant passer à la fonction iconique que je vais présenter en deux étapes. Je vais d'abord la présenter d'une manière un petit peu générale. Et puis, ensuite, je vais vous parler vraiment de la notion d'image. Parce que la fonction iconique, elle nous amène vers ce qu'on appelle l'iconicité d'image, donc l'analogie entre signifiant et signifié. Alors là aussi, à quoi ça va servir, cette espèce d'identification signifiant-signifié ? Alors, l'utilisation, le rendement, pourquoi il existe cette fonction, est bien expliqué par Givon ici. Toute chose égale par ailleurs, une expérience codée est d'autant plus facile à stocker, à récupérer et à communiquer que le code est isomorphe, ou similaire, si vous voulez, à l'expérience. Donc, l'idée ici, c'est de dire que si, ça c'est un point de vue purement sémiotique, là, sémiotique ou fonctionnel, au sens du fonctionnalisme américain, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur des questions de communication. Comment ça fonctionne la communication ? Alors là, ce que Givon
pose comme une sorte de principe, c'est que la communication linguistique est plus simple, enfin n'importe quelle communication est plus simple quand le code est isomorphe à l'expérience, c'est-à-dire à ce qu'on veut coder, quand il y a une ressemblance entre le signifiant et le signifié. C'est plus simple à comprendre. Je vous ai déjà donné l'exemple des pictogrammes. Hein. Les pictogrammes, on les comprend immédiatement. Je donne toujours cet exemple. J'espère que, enfin, il est possible que je me répète, mais je suis désolé parce que j'explique, je fais souvent ce genre d'exposé, donc je ne sais plus à qui j'ai dit telle chose. Donc, je prends toujours cet exemple des toilettes dans les aéroports, hein, toilettes hommes, toilettes femmes. Il y a deux façons, théoriquement, hein, parce qu'en fait dans la pratique il n'y en a qu'une, mais il y aurait deux façons théoriques d'indiquer quelles sont les toilettes hommes, quelles sont les toilettes femmes. J'évacue la question des genres non binaires pour me concentrer juste ça, c'est juste un exemple linguistique. Il y a deux façons, donc soit vous écrivez homme sur la porte des toilettes hommes et femme sur la porte des toilettes femmes. Bon. Mais si vous imaginez que si vous êtes dans un aéroport en Chine, je ne sais pas moi, en Russie, que vous ne connaissez pas la langue, vous ne pourrez pas savoir quelle est la porte toilette homme, toilette femme. Bon, vous direz, c'est pas super grave, vous vous en rendrez bien compte, mais quand même, bon voilà, ça pose un problème de communication. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Monsieur, en fait, je suis un peu confuse quand on parlait que iconique et sémiotique. C'est quoi la distinction ? Alors, ouais, d'accord. Donc, en fait, donc je reviens un tout petit peu en arrière. Quand je dis sémiotique, c'est pour caractériser un point de vue plus général que le point de vue linguistique, qui est la théorie générale des signes, en fait. Hein, pas seulement des signes linguistiques, mais aussi des signes qu'on peut dire visuels ou de n'importe quelle sorte, hein, au fond. Donc là, je prends un exemple justement de signes visuels, parce que, donc, pour opposer les signes visuels aux signes linguistiques. Le signe linguistique, il a évidemment une iconicité beaucoup plus faible que le signe visuel. Il peut en avoir une, hein, on va voir. Mais donc, pour revenir à mon exemple, évidemment qu'il est possible, je ne sais pas, que certains aéroports fassent ce choix, hein, de mettre les noms dans la langue du pays où se trouve l'aéroport, homme, femme, sur les toilettes, les portes des toilettes. Mais évidemment que la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est un pictogramme, c'est-à-dire un petit dessin très simplifié dans lequel on reconnaît soit homme, soit femme. Hein. On reconnaît, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, j'allais dire, mais on reconnaît homme-femme. Bon, quel est l'avantage du pictogramme ? L'avantage du pictogramme, c'est que le code est isomorphe à ce qu'on veut coder. C'est-à-dire il y a une ressemblance immédiate entre le signifiant et le signifié, entre le petit dessin et le signifié. Bon. Bon, évidemment, ça suppose quand même des connaissances culturelles, etc. Mais enfin bon, c'est quand même plus efficace. Hein. Et c'est exactement cela que dit Gibbon, sauf que là j'ai donné un exemple de sémiotique générale en prenant un exemple de signe visuel que sont les pictogrammes, parce que c'est un des exemples les plus faciles à comprendre, mais cela s'applique également, en fait, aux signes linguistiques. Donc il y a des cas au niveau du langage où il y a des similarités entre signifiant et signifié. Alors, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Alors, cette fonction iconique, elle est documentée par deux grands types d'expériences. Et tout d'abord par des expérimentations, deux grands types de données, je veux dire. Hein. D'abord par des expérimentations de type psycholinguistique, puis on verra après par des études sur corpus, enfin des analyses sur corpus. Alors, les expériences psycholinguistiques, elles visent à faire apparaître, comme le dit un de mes collègues Lucas Nobilet, à faire apparaître une tendance spontanée des locuteurs à attribuer des valeurs proto-sémantiques, donc c'est-à-dire des grandes, des orientations sémantiques, hein, intrinsèques intrinsèques au son du langage. Bon.
Par exemple, l'opposition entre des phonèmes graves et des phonèmes aigus qui est vue comme des oppositions visuelles entre ce qui est grand et petit. Alors, un premier exemple très connu, c'est l'opposition Maluma-Takete. Donc, on vous donne deux noms qui n'existent pas, Maluma et Takete, et puis ensuite on vous donne deux formes. Une forme plutôt en étoile, et puis une forme plutôt arrondie comme un nuage. Bon, alors, au moins la moitié d'entre vous connaît déjà la réponse, mais pour ceux qui n'ont jamais vu ce type d'expérience, est-ce que vous sentez une préférence sur le fait de nommer ces formes Maluma ou Takete? Par exemple, vous, monsieur, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on vous montre ce genre de choses. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Laquelle avez-vous envie d'appeler Maluma et laquelle avez-vous envie d'appeler Takete? Je sais pas. Takete plutôt l'étoile. Ouais. Maluma l'autre. Ben voilà. C'est ce que 98% de la population dit. Mais c'est quand même bizarre. Vous savez, pourquoi, alors qu'on dit que le signe est arbitraire, quand on lit le cours de linguistique générale, que les sons n'ont aucune valeur particulière, ils servent juste à coder des sens, pourquoi 98% de la population, quelles que soient les langues, quelles que soient les cultures, etc., tout le monde trouve ça. Takete, c'est plutôt pointu, Maluma, c'est plutôt arrondi. Ça veut bien dire que quand on entend les sons du langage, avec des occlusives comme ça, c'est dur, on traduit cette dureté des occlusives, là en l'occurrence, avec une forme. Et inversement, Maluma, le M, le L, qui sont des sons perçus comme, on dirait peut-être doux, on les perçoit comme des formes arrondies. Un autre exemple, d'un genre analogue, la différence entre les lamoniens et les grattaques. Alors ça, c'est un exemple un peu amusant qui a été proposé par un grand linguiste britannique qui s'appelle David Crystal et qui vous demande d'imaginer que vous êtes dans un vaisseau spatial, que vous approchez une planète et qu'on vous dit que sur cette planète, il y a deux sortes de populations. Une population très gentille, qui aime les êtres humains, très sympathique, etc. Et puis une autre très méchante, très agressive. La question est, lesquels, est-ce que l'ammonien ou l'ammonians en anglais va désigner plutôt les méchants ou plutôt les gentils? Et est-ce que Grattac va désigner plutôt les méchants ou plutôt les gentils? Ouais, tout le monde est d'accord, forcément. Les méchants, on les appelle les Grattacs. C'est la même chose, c'est la question du symbolisme phonétique, c'est-à-dire que là aussi vous entendez ces sons, donc il y a aussi des occlusifs, t, que, mais il y a en plus le groupe consonantique gr, alors que l'ammonian, vous voyez, c'est très proche de Maluma, c'est avec des M, des L, donc des sons qui sont perçus comme tout. Mais là, cette fois-ci, c'est plus une association entre quelque chose de sonore et quelque chose de visuel, mais c'est entre des sons et un caractère, et une valence émotionnelle, si on veut. Bon. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui a été négligé pendant très longtemps parce que considéré comme étant quelque chose de tout à fait secondaire et pas intéressant dans les langues, alors qu'en réalité, quand vous prenez en considération non plus votre petite langue sur laquelle vous travaillez, mais ce qui se passe pour l'ensemble des êtres humains dans le monde, c'est massif. Je veux dire, c'est une propriété générale de la cognition des êtres humains que d'associer des sons à des significations. Ça a toujours été comme ça. Et tous ceux qui ont étudié la poésie ou qui ont écrit ou fait de la poésie ou même de la chanson savent qu'il y a des sons qui sonnent différemment. Ou même des personnes qui écrivent des fictions. Par exemple, elles ne sont pas là aujourd'hui, mais j'ai des doctorantes qui travaillent sur les noms des personnages, par exemple dans des contes pour enfants, ou dans des livres pour enfants, pas forcément des contes. Les auteurs, spontanément, utilisent des noms qui sont cohérents
avec le caractère des personnages. Hein. Ouais, je sais pas, par exemple, la petite souris, elle s'appelle jamais Momo, elle s'appelle Mimi. Hein. Ce serait très bizarre, parce que évidemment le I c'est petit, c'est étroit, c'est léger, le O, le A sont grands, larges, etc. Et ça, ce sont des valeurs très très constantes de la cognition humaine qui ont des conséquences sur les langues, hein, et ça a quelque chose de très important. Alors, oui, pardon. Oui. Oui, pourquoi alors? Déjà, il y a petit, et il y a le terme petit. Oui, mais là, on n'est pas dans le symbolisme phonétique, hein, parce que là, petit, ça a un sens. Alors, vous voulez dire... C'est avec le loup, en fait. Ah, vous voulez dire l'opposition voilà. petit et ou, le son ou du loup. Voilà. Ouais, d'accord. Mais là, le problème, si vous voulez... Alors, bon, on ne va pas entrer là-dedans parce que c'est trop compliqué, mais je veux dire que la difficulté... Là, évidemment, ça marche bien, tous ces exemples, Maluma, Takete, les Lamonians, les Gratak, parce que ce sont des mots qui n'existent pas dans la langue. Donc, vous ne pouvez pas leur associer un sens. Hein. Alors que quand vous prenez petit ou loup, c'est très difficile de savoir si votre impression que c'est dangereux, que c'est gros, ça vient du fait que vous connaissez le sens du mot loup, ou... Voilà. Alors, puisque certains d'entre vous sans doute y pensent, il y a eu des expériences faites pour essayer de faire deviner, par exemple, sur des couples d'adjectifs, genre grand, petit, tout ça, dans des langues très, très lointaines, des langues connues par les sujets qui font l'expérience. Par exemple, vous ne connaissez pas du tout le chinois, et on vous demande de deviner, dans des couples de mots chinois qu'on vous fait entendre, lequel veut dire petit, lequel veut dire grand, lequel veut dire gros, lequel veut dire... etc. Pour voir si cette opposition, elle est perceptible, même si vous ne connaissez pas la langue. Hein. Bon, donc, mais c'est ça la difficulté de ces expériences de symbolisme phonétique, c'est qu'il faut utiliser des mots qui n'existent pas. C'est pour cette raison que quand on travaille par exemple sur les noms de personnages, ben on exclut tous les noms de personnages qui contiennent des mots qui existent dans la langue. Hein. Bon, etc. Non, mais voilà, après, il y a toutes sortes d'études. Il y a des études qui ont été faites sur les Pokémon, figurez-vous. Hein. Il y a des Japonais qui travaillent dans tout un champ qui s'appelle la Pokémonastics et qui travaillent sur le symbolisme phonétique dans les noms des Pokémon par rapport à leurs propriétés. Hein. Et dans sa thèse, j'ai une de mes doctorantes qui a fait la même chose sur League of Legends, sur les personnages. Bon, donc il y a toutes sortes d'études qu'on peut faire pour essayer, et à chaque fois, on prouve un certain nombre de choses. Alors, ces études sur le symbolisme phonétique, vous voyez, là, c'est un petit graphique que j'avais fait quelque temps pour montrer que... Bon, oui, pardon, allez-y. Par rapport à l'exemple derrière, Lamonien et Gratak, Oui. même si je sais que, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, même si je sais que c'est le mot inventé, mais pour le mot Lamonien, je pense plutôt à harmonie. Ah oui. Mais pour le mot Gratak, je pense à attaque. Ah oui. En français, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça, c'est une des précautions. C'est une très bonne remarque ce que vous dites, parce que là, l'exemple de David Crystal, c'était juste un exemple dans un article de presse pour faire comprendre au grand public. Mais si on fait une étude technique vraiment expérimentale sur ce genre de nom, ben, il faut faire une enquête préalable pour demander à des gens si tel nom leur évoque un autre mot de ressemblance. Est-ce que ce mot, qui n'existe pas normalement, bah, par exemple l'amonien, vous fait penser à un autre mot existant? Et on vérifie comme ça qu'on ne choisit pas des mots qui ont déjà des associations. Alors en français, c'est sûr que, ou même en anglais d'ailleurs, attaque, c'est le même mot en anglais. Hein. Gratak renvoie à attaque, hein. Ça c'est clair. Mais je pense qu'il aurait pu choisir Grotok, par exemple, ça marchait pareil. Hein. Et simplement, Grotok serait un meilleur exemple pour faire une expérimentation que Gratak, parce que justement, Gratak pose le problème du lien avec attaque, et c'est un biais de l'expérience, en fait, c'est un biais de l'expérimentation. Si je peux associer le nom à un mot existant, c'est un biais. Donc il faut vraiment vérifier ça. Alors quand on regarde un peu l'évolution des travaux sur le symbolisme phonétique, on se rend compte que, bon, évidemment, là, c'est à partir du moment où il y a eu Google
C'est-à-dire, ça commence à compter juste les années 2000, c'est quand même un peu approximatif. Mais vous voyez qu'à partir de 2004, les travaux commencent à augmenter. Il y a plus de travaux sur le symbolisme phonétique que sur l'anaphore, par exemple, alors que l'anaphore, c'est quand même un problème linguistique très stabilisé. Bon, évidemment, ça reste moins que Universal Grammar, qui est le grand problème chomskien, et puis c'est quelque chose qui revient très très souvent. Mais vous voyez, bon, ça monte gentiment. Pour l'instant, ça reste assez confidentiel. J'avais mis cette citation là de Jespersen, qui date de 1922, hein, et qui disait déjà à cette époque: je recommande le sujet du symbolisme phonétique à l'attention de mes étudiants. Hein. Bon, ça n'a pas trop marché, parce qu'aujourd'hui, on en est toujours assez bas. Alors ça, c'est la situation internationale. En France, évidemment, il n'y a quasiment rien. Il y a très très peu de travaux. La France résiste beaucoup. On en reparlera tout à l'heure. Alors, il y a aussi donc une autre perspective qui est la description du symbolisme phonétique dans les langues, donc sur des corpus. Alors là, je vous donne, mais là, ne notez pas, hein, c'est juste pour vous donner des idées, des orientations générales et des thématiques. Hein. Il y a des travaux sur les onomatopées, spécifiquement, sur les idéophones, hein, les idéophones qui sont donc une partie du discours proche des onomatopées. Bon, là, on en parlera à une autre occasion. On va avoir un exposé sur ce sujet. Phonestème et submorphème. Donc ça, les phonestèmes, submorphèmes, les phonestèmes, ce sont des mots qui ne sont pas du tout apparentés, mais qui se ressemblent. Là aussi, on en reparlera probablement. Ensuite, donc, il y a la question des structures phonosémantiques de la morphologie. Ça, c'est Jacobson. Là aussi, je vous en reparlerai peut-être. C'est l'idée que, par exemple, lorsque je mets du pluriel, ben, mon signifiant, il augmente. Hein. Ou lorsque je prends les comparatifs et les superlatifs, big, bigger, biggest. Hein, c'est-à-dire qu'on a un signifiant qui est de plus en plus grand. Et puis, bon, voilà. Les choses les plus récentes sont ces travaux qui tendent à montrer une tendance du lexique à s'organiser d'une façon iconique. Et là, je vais vous montrer deux exemples d'études pour illustrer cela. Alors, je passe sur cette note-là qui relie cette problématique à la question des correspondances transmodales. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion du symbolisme phonétique, elle renvoie, tout au moins lorsqu'il est question par exemple de la vision, hein, de voir des formes arrondies ou pointues à partir de Maluma ou Takete, elle renvoie à une problématique plus générale qu'on appelle celle des correspondances transmodales. C'est-à-dire, c'est le fait que, quand vous percevez un signal dans une certaine modalité sensorielle, par exemple, vous entendez des sons, eh bien, ce signal est interprété, entre guillemets, je mets des guillemets à interpréter, comme un signal visuel. C'est-à-dire, quand vous voyez des formes arrondies ou angulaires. Bon. Donc là, vous convertissez du son en image. Et ça, c'est étudié par les sciences cognitives, par la philosophie de la cognition, notamment parce que, justement, c'est extrêmement intéressant dans la mesure où c'est très général pour les êtres humains. Ça montre aussi que nos sens ne sont jamais isolés. C'est-à-dire qu'un son, c'est toujours plus qu'un son. Un son, c'est aussi des images, c'est aussi des sensations presque tactiles, etc. etc. Hein, ça avait été très bien montré il y a longtemps par Merleau-Ponty, mais le fait que nous n'avons jamais de sensations isolées. Hein, et là, aujourd'hui, il y a un enjeu en philosophie de l'esprit important sur ces correspondances transmodales. Mais les correspondances transmodales ne prennent pas en considération les exemples du type Lamonians-Gratax, parce que ça ne concerne que la sensorialité, c'est-à-dire ce qui est de la conversion de forme en musique ou de forme en son ou de son en forme ou en couleur, etc. Il y a eu aussi des travaux sur les couleurs, hein, l'association des sons avec les couleurs, évidemment. Bon. Mais ça ne prend pas en considération l'association de sons avec des caractères, comme gentil, méchant, etc. Hein, parce que ça, c'est pas de la sensorialité. Bon. Mais le symbolisme phonétique, il va jusque-là.
Bien, alors, on va faire une pause, et puis ensuite, dans l'ordre, d'abord, on fera un point ensemble sur vos travaux personnels, et puis ensuite, je reprends le cours de l'exposé. Voilà. À tout de suite. Alors, donc, la description du symbolisme phonétique dans les langues, je vous donne 2 exemples. D'abord, un exemple d'un article, pas très ancien, mais enfin maintenant, 2014, ça commence à être pas tout à fait l'actualité de la recherche, mais il reste que c'est un article qui est important, qui est assez souvent cité. Alors, qu'est-ce qu'a fait Monaghan et son équipe? Ils ont travaillé sur des verbes en anglais, sur un grand corpus, et ils sont partis de 2 mesures. Une mesure de distance phonologique, donc est-ce que des mots, du point de vue phonologique, sont proches ou distants, proches ou éloignés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont beaucoup de phonèmes en commun. Par exemple, je ne sais pas moi, le riz et la rue sont assez proches, plus que riz et tu. Bon, voilà, pour des exemples tout à fait élémentaires. Hein. Donc, on calcule une distance phonologique entre des mots. Hein, je ne sais pas, moi, on trouvera, je sais pas moi, table et sable sont proches phonologiquement, mais table et camion sont lointains phonologiquement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Distance phonologique. Ensuite, ils font la même chose, ils ont un mode de calcul qui est plus compliqué, bien que la distance phonologique ne soit pas si simple que ça. Mais enfin, d'ailleurs, le mode de calcul qu'ils utilisent dans cet article est peut-être un peu contestable, mais passons. Il y a un calcul aussi de la distance sémantique, à quel point des mots sont éloignés sémantiquement, du point de vue du sens. Hein. Donc, bon, voilà, c'est complètement différent, mais on va dire, je ne sais pas moi... chaise et fauteuil sont proches sémantiquement, mais chaise et avion sont lointains sémantiquement. Bon. Alors là, vous vous doutez qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué de calculer des distances sémantiques, mais ça se fait. Bon, d'ailleurs, ils utilisent plusieurs modes de calcul pour essayer de croiser un petit peu et d'avoir des résultats convenables. Bref. Donc imaginez, on a un mode de calcul de la distance phonologique, un mode de calcul de la distance sémantique. Et leur idée a été de travailler, donc d'implémenter dans un programme toutes ces distances à partir donc d'un ensemble de verbes de l'anglais, et ils ont montré ainsi qu'il y avait une cohérence en réalité, c'est que plus des mots sont distants phonologiquement, plus ils sont distants sémantiquement, plus ils sont proches phonologiquement, plus ils sont proches sémantiquement, statistiquement. Hein. Donc ça, c'est un résultat intéressant parce que ça montre que globalement, alors évidemment, ils ont éliminé tous les mots apparentés du point de vue morphologique. Par exemple, ils n'ont pas pris les mots de la même famille, ils n'en ont pris qu'un pour éviter de fausser les calculs. Mais donc, il y a quand même des ressemblances globales entre les mots. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de table et sable, donc évidemment un exemple où on ne voit pas bien le lien, il y a une proximité phonologique, mais pas de proximité sémantique. Mais en fait, ça c'est qu'un exemple. Là, ils ont travaillé sur je ne sais plus combien d'occurrences, mais un grand nombre d'exemples qui aboutit, l'analyse aboutit à des résultats qui sont quand même conclusifs. Alors une autre étude qui a fait un certain bruit aussi, de Blasi, qui date de l'année suivante, 2016. Alors là, Blasi, eux, ils ont travaillé sur 4000 langues, hein, donc une base de données très importante qui contient des données dans 4000 langues différentes. Et ils ont travaillé donc sur des notions, des concepts qu'on trouve un peu dans toutes les cultures. C'est-à-dire par exemple les parties du corps, des noms d'animaux, oiseaux, chiens, des choses comme ça. Hein. Donc ils ont pris un certain nombre de concepts et ils ont regardé quels mots étaient utilisés pour désigner ces concepts dans 4000 langues différentes. Donc un truc énorme, hein, 4000 langues, c'est beaucoup.
Bon, et eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait attendre si on est un partisan de l'arbitraire du signe, ils ont montré qu'on trouve quand même des régularités, hein, qui sont traduites par un tableau, enfin voilà, par cet exemple, je donne juste une table comme ça, qui montre par exemple que le nez, vous trouvez très souvent la nasale, le mot qui désigne le nez dans n'importe quelle langue, très souvent c'est une nasale, etc. Bon, il y a d'autres exemples, je ne sais plus, qui sont intéressants, comme le plein, la foule. Vous voyez, vous avez surtout des occlusives bilabiales, pe, be, et vous voyez que ce sont des consonnes que vous pouvez prononcer en gonflant les joues, pe, be, hein, et qui peut-être, du point de vue corporel, évoque quelque chose de plein, de rempli. Bref, c'est une explication comme ça en passant, donc on peut regarder un petit peu plus, vous voyez, ils acceptent l'idée dans l'abstract, hein, que, en général, on considère que les langues sont arbitraires, qu'il y a quelques petites exceptions qui sont documentées, mais que eux font donc une étude beaucoup plus complète à partir de 100 mots, vous voyez, sans concept, hein, et donc 100 mots pour chaque langue. Et donc parmi ces relations, nous trouvons des propriétés. Vous voyez, l'association entre le petit, le i, le plein avec le plb, la langue avec le l, le nez avec un n, enfin, vous voyez, bon, des choses qui, on va dire, bon, vous voyez, qu'il y ait des sons nasaux pour prononcer le nez, le nom du nez, ça paraît normal, mais en réalité, c'était jusqu'à présent un peu interdit, ce genre d'association, par la conception saussurienne de l'arbitraire. Or, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde un peu la réaction en France à la suite de cette publication de Blasi, qui a montré donc ces récurrences de sons à partir d'un certain nombre de concepts. Donc France Culture, vous voyez, c'était un peu après, en 2016, a fait une émission, je ne sais plus, en tout cas, a fait une publication indiquant, reprenant les résultats de Blasi et en titrant « Les langues présenteraient de nombreux sons en commun, une révolution dans la linguistique ». Alors révolution, évidemment, par rapport à l'arbitraire. Hein. Et alors, ce qui est amusant, c'est que France Culture a contacté des linguistes français, disons, j'allais dire classiques, des linguistes qui sont très connus, qui sont à la retraite, mais qui sont quand même des gens très très connus. Louis-Jean Calvet, par exemple, et puis ensuite Claude Agege. Et en fait, vous voyez que leurs réactions sont tout à fait négatives, en fait. Ils ne commentent pas du tout la publication de Blasi en essayant, par exemple, de dire que méthodologiquement elle est fautive et tout. Non, c'est sur les principes. Hein. Il n'y a pas de raison que le son d'un mot nous donne son sens. Il n'y a pas de raison. Il suffit de regarder les faits, la réalité, pour se rendre compte que si, il y a bien des raisons. Hein. Mais Louis-Jean Calvet, il fait partie d'une génération de linguistes, structuralistes, pour qui l'arbitraire est une évidence et la question de le discuter ne se pose même pas. De même pour Agege. Hein. Mes recherches, alors la réponse, et le refus est un petit peu moins radical. Mes recherches ne vont pas du tout dans ce sens-là. Donc là, qui présuppose que on pourrait rechercher dans ce sens-là, mais lui ne va pas dans ce sens-là, et il dit la chose suivante: l'arbitraire est un dogme essentiel, consacré par Ferdinand de Saussure. Il n'y a pas de relation de motivation entre les sons et les réalités évoquées. Et quand il y en a, ce ne sont que les onomatopées. Bon, l'étude de Blasi montre bien que ça n'est pas le cas. Tout ça, ce sont des croyances qui ont été installées dans la pensée linguistique et dont on n'arrive pas à se débarrasser, même avec des études scientifiques. Parce que le travail de Blasi, il a quand même été repris par Nature, qui est quand même une grande revue internationale scientifique. Donc, si vous voulez, la qualité scientifique des résultats est hors de cause. Mais pour des linguistes qui, eux, évidemment, ne sont pas du tout publiés dans Nature, c'est pas une raison suffisante. Bon, alors,
quand je vous disais que, vous voyez, j'ai pris des exemples de 2 linguistes français, les réactions ne sont pas du tout comme ça au plan international, par exemple dans le monde anglo-saxon. Hein. La France est très réticente à l'égard de la critique de l'arbitraire du signe, pour des raisons dont on pourrait discuter, qui sont multiples, mais qui tiennent, si vous voulez, en un mot, à l'impact du structuralisme en France. Hein. Le structuralisme est quand même je vais essayer de résumer l'idée très brièvement. L'un des aspects majeurs du structuralisme conduit à considérer que l'être humain produit donc les structures en tant qu'être humain qui n'ont rien à voir avec, disons, la nature. C'est-à-dire que les structures qui sont en jeu dans le langage, vous voyez, chez Saussure, par exemple, le système de signes, qui est le système de valeurs, dont on parlera, est un système qui s'oppose à la notion de nomenclature, c'est-à-dire à la description des choses dans le monde, etc. Bon. D'une manière générale, la perspective structuraliste, qui a eu notamment le mérite de déconstruire un peu la notion de sujet, aboutissait quand même à l'idée que la dimension naturelle de l'être humain ne jouait aucun rôle dans la dimension structurelle des langues. Parce que la dimension structurelle des langues, c'est une dimension autonome, c'est ce qu'on appelle parfois l'autonomie de droit de la sphère sémiotique, c'est-à-dire que vous avez la pensée, le monde, et puis un autre univers qui est l'univers des signes, la sphère sémiotique. L'univers des signes dans lequel il y a les structures, et c'est ça qu'étudient les structuralistes. Donc, les structures, au sens des structuralistes, enfin bon, là, je simplifie grossièrement, hein, mais bon, elles ne sont pas conditionnées ni par la réalité du monde, ni par la réalité cognitive des sujets parlants. Donc, le fait de dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes quand même des animaux humains qui parlons avec nos structures corporelles et qui nous amènent à faire, à faire, par exemple, passer l'air par le nez lorsqu'on parle du nez, et ce lien corporel entre la nasale et le concept de nez, ça c'est quelque chose que dans une perspective structuraliste, on ne peut pas entendre, on ne peut pas faire entrer ce genre d'informations ou ce genre de données dans une perspective structuraliste, parce que par principe, il ne doit pas y avoir de rapport entre ce qu'on décrit quand on fait une description structuraliste de n'importe quoi et le monde, ni le sujet. Bon. Donc, c'est pour cette raison-là que, il y a, ou pour le dire d'une manière plus simple, hein, il y a une sorte d'antinomie ou d'opposition de principe, d'opposition théorique radicale entre le naturalisme et le structuralisme. Or ça, ces recherches-là, elles ont une tendance naturaliste, cognitive, naturaliste. Et ça, les sciences cognitives, tout ça, en France, ça résiste beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de résistance, même dans l'éducation. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais quand le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, a commencé à dire au début de son mandat que on allait introduire les sciences cognitives dans l'apprentissage, enseigner un peu les sciences cognitives aux professeurs pour qu'ils aient quand même une idée de la façon dont fonctionnent les cerveaux de leurs enfants, ou les systèmes cognitifs, au moins des enfants qu'ils ont en cours, pour améliorer l'apprentissage. Et donc il a mis Stanislas Daen, qui est prof en face là au Collège de France de psychologie cognitive, comme étant le directeur comment ça s'appelle, une sorte d'équipe de recherche au service de l'éducation nationale. J'ai oublié la dénomination exacte. Bon, il y a eu des résistances terribles dans le milieu éducatif. Hein. On dit non, mais l'éducation, c'est pas de la science. Bon, je dis pas qu'on peut résorber toute l'éducation dans les sciences cognitives, mais quand même, on peut s'en servir pour. Non, il y a des résistances. Hein. En France, on résiste beaucoup à ces choses-là. Alors, je termine donc en vous indiquant.
à partir donc d'un article plus récent là, de 2017, vous voyez, de Svantesson, qui traite, si vous voulez, d'une manière générale, d'un peu tous les domaines qui concernent le symbolisme phonétique. Ben voilà, il y a la question des onomatopées, des idéophones, qui sont loin d'être une question secondaire dans les langues. La question du symbolisme phonétique de la dimension, ça c'est le frequency quote de OLA, c'est-à-dire le fait que quand c'est aigu, c'est petit, quand les sons sont aigus, ça va vers le petit, quand les sons sont graves, ça va vers le gros ou le grand. Le symbolisme phonétique de la forme, les phonestèmes, bon ça on en reparlera, l'iconicité de la morphologie dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec la morphologie naturelle, l'apprentissage des langues, parce qu'on a montré que, en particulier pour le japonais, que le symbolisme phonétique était, tout au moins au début des apprentissages, un facteur accélérateur de l'apprentissage des langues, et puis les bases neurologiques. Bon. Cela dit, malgré toutes ces recherches qui prouvent qu'il y a du symbolisme phonétique, que ça a de l'importance, on n'a pas encore, et c'est ça qu'on essaie de faire ici avec le français, une description systématique du symbolisme phonétique dans les langues, c'est-à-dire d'avoir une espèce de description de l'ensemble des ressources du français en matière de symbolisme phonétique. Hein. Quel est le stock de phonèmes qui signifient telle chose, telle autre chose, etc., pour le français. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire et qui prendra encore un certain nombre d'années. Donc voilà, quelques exemples de publications de toutes sortes sur ce sujet, qui est du coup ignoré. Vous avez vu tout à l'heure les citations de Agege, de Calvet, ça n'existe pas. Ben oui, d'accord, peut-être pour vous, en France, ça n'existe pas, mais partout ailleurs, on publie des tas de choses sur ce sujet. Il y a quand même une espèce d'aveuglement, et donc, d'ailleurs, vous trouverez peu de cours en France où on va vous enseigner ce genre de choses, finalement. Bref, donc, voilà pour la notion de symbolisme phonétique. Donc, on reprendra la semaine prochaine sur la fonction figurative. Voilà, merci de votre attention, donc, et à la semaine prochaine.